Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour et bienvenue à Décideur Politique, l'émission du JDD.fr et de Décideur TV. Nous recevons aujourd'hui Bruno Leroux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député de Seine-Saint-Denis, élu depuis 1997, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, un poste éminemment stratégique et très exposé au moment où la majorité traverse de nouvelles difficultés dont nous allons parler. Comme chaque semaine, avec Caroline Vigoureux, nous avons scruté le net et on vous dira ce qu'on dit de vous sur les réseaux sociaux. Alors d'abord, commençons par l'actualité immédiate. Les clubs de foot, et c'est presque une première, ont décidé la grève. Les présidents des clubs de foot professionnels, qu'est-ce que ça vous inspire? Et c'est la taxe à 75% qui revient sur l'actualité avec ça. Une taxe provisoire quand il faut redresser le pays, quand il y a des salaires qui sont faramineux, voire indécents aujourd'hui dans un certain nombre de clubs de foot, et alors que nous avons mis un plafonnement à 5% du chiffre d'affaires, c'est les réflexes d'enfants gâtés. C'est des réflexes d'enfants gâtés qui, dans le même temps, viennent nous voir pour nous demander de changer les stades de football, de faire en sorte que pour l'Euro 2016, la France puisse accompagner les choses, de faire des investissements. Et donc, je dis que cette grève est absolument absurde et surtout totalement incompréhensible quand on voit la façon dont les clubs, aujourd'hui, s'adressent à l'État, s'adressent aux collectivités locales. Et donc, qu'ils en finissent avec cette mauvaise idée. Elle sera impopulaire au niveau des Français et surtout, elle est totalement incompréhensible. En même temps, c'est un sport populaire par définition, le football. Ça ne traduit pas aussi à travers les présidents de clubs de foot. J'allais dire, commence à faire tache d'huile, ce ras-le-bol fiscal. Les clubs de foot, les épargnants, les camionneurs, il n'y a pas un petit peu un risque de tache d'huile? En matière fiscale, ce qui est important, ce serait l'injustice. Nous essayons d'y mettre fin depuis toutes les décisions que nous prenons depuis 2 ans. Alors qu'il y a un effort demandé aux Français, oui. J'en conviens, il y a eu un effort de demander aux Français. Et dès cette année d'ailleurs, nous amenuisons cet effort pour ceux qui sont les plus modestes. Nous venons de prendre il y a quelques jours des décisions en matière de revenu fiscal de référence. C'est compliqué, mais ça va permettre de ne pas rentrer, voire de sortir de l'impôt pour ceux qui y étaient rentrés avec les choses mises en place par Nicolas Sarkozy, sur lesquelles nous sommes revenus. Et donc oui, il faut de la justice, mais en même temps, chaque Français le sait, il faut aujourd'hui redresser le pays. Les footballeurs doivent prendre leur part, les footballeurs professionnels. Mais tous ceux qui ont un salaire au-dessus de 1 million d'euros doivent y prendre leur part, et bien entendu les footballeurs. D'accord. Cette semaine, vous avez dû, avec Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, rappeler à l'ordre un peu les députés socialistes. Vous leur avez demandé davantage de solidarité. On a bien vu que sur de nombreux votes, il y avait eu des défections. C'est difficile de tenir les troupes? C'est difficile parce que, d'abord, chaque député est une individualité, élu au suffrage universel, ayant sa part de vérité, et puis parce que quelquefois, l'individualisme, mais ça c'est une constante de la société, l'emporte sur la vie collective, on aimerait amener son idée, on aimerait amener sa proposition supplémentaire. Et moi, je leur ai dit à tous, mais si nous passions simplement la moitié de l'énergie que nous dépensons à essayer de nous différencier, à parler ensemble, à parler d'une même voix, à défendre ce que nous faisons. Et je les ai incités à aller sur le site de l'UMP, à aller voir le contre-budget qu'avait fait l'UMP, à regarder la page 2, qui est tout ce qu'ils nous reprochent depuis maintenant 15 mois. Et ils nous font une liste d'une vingtaine de reproches. Et je leur ai dit, chacun de ces 20 reproches, ça matérialise la façon dont nous avons changé par rapport à ce qui était fait auparavant. La fierté que nous avons à prendre des mesures pour ceux qui sont les plus faibles, à réformer l'éducation nationale, à réformer la fiscalité. Et donc, emparez-vous avec enthousiasme de ce que nous faisons aujourd'hui. Amenez vos idées, certes, mais ne nous perdons pas dans ce qui est, en fin de compte, toujours le petit plus qu'il faudrait faire et qui met en cause la cohérence de notre action. Mais en attendant, ils sont de plus en plus nombreux à critiquer publiquement le président et sa politique. Comment vous expliquez ce malaise au sein de vos rangs? D'abord, je ne pense pas qu'ils soient de plus en plus nombreux, mais j'en entends. Et dans le même temps, j'essaie... Oui, on les entend beaucoup. Oui, bien sûr qu'on les entend beaucoup, mais là, vous faites référence au système qui fait qu'aujourd'hui, un député qui dit qu'il n'est pas d'accord prend autant d'importance que le Premier ministre qui annonce une mesure. Et moi, j'ai regretté que le jour où nous annoncions le budget, avec des mesures qui sont des mesures fondamentales, quelques députés se permettent de faire ce jour-là une interview, reprise bien entendu au même titre que la parole du Premier ministre qui disait « Il n'y a rien pour les plus modestes et rien pour les plus populaires ». Et je sais de quel côté était le mensonge.
Le mensonge, il était du côté de celui qui disait qu'il n'y avait rien dans ce budget pour les plus modestes et les plus populaires. Les socialistes mentent bien sur entendu, le budget. et ceux qui disaient ça aujourd'hui étaient dans un mensonge par rapport à la réalité du budget. Et donc je leur dis à cela, faisons toujours attention, parce que quand on fait une phrase en disant « je suis d'accord, mais il faudrait que », on ne retient bien souvent dans notre système le « que », le « mais il faudrait que », et on ne retient que la critique. Or moi je sais qu'aujourd'hui, la totalité des députés, cela s'est vu sur le budget d'ailleurs, soutiennent la politique du gouvernement. Et je dirais même mieux, nous n'avons pas de débat aujourd'hui. Nous avons des débats sur des mesures. Il n'y a pas de débat sur une autre politique. Ce que nous devrions faire d'autre différemment aujourd'hui. On nous entend, il n'a pas manqué une voix pour le budget. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème avec la gouvernance du Premier ministre, la gouvernance de Jean-Marc Ayrault, qui finalement ne parvient pas à trancher les conflits entre ministres? On voit bien, il y a des tensions de mois en mois, c'est difficile. Est-ce qu'il n'y a pas un problème Ayrault? On voit les problèmes, mais en même temps, on n'arrive pas toujours ni à se souvenir de ce qui pouvait se passer avant, ni à les quantifier réellement. C'est la première année, par exemple, et je parle d'une grosse année, 15 mois, où il n'y a pas eu un seul problème parlementaire. Pas un seul problème, le gouvernement venant avec ces textes qui ne seraient pas adoptés à l'Assemblée nationale. C'est la première loi de finances où le gouvernement ne demande aucune deuxième lecture. Toutes les lois de finances, toutes ces dernières années, il y avait besoin de deuxième lecture parce qu'on n'y rêvait pas à se mettre d'accord à l'intérieur du gouvernement. Il va y avoir un petit problème au Sénat dans quelques jours. Oui, mais enfin, le Sénat, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a une majorité relative de socialistes et qu'elle est mise à mal par des fronts qui s'opèrent à contre-nature politique, d'ailleurs, allant du PC à la droite. Mais c'est l'Assemblée nationale qu'il faut regarder. Et quand je vous dis ça, c'est parce qu'il y a aujourd'hui une continuité, une force dans l'action qu'on ne voit peut-être pas, que je suis là pour rappeler, mais qui me fait vous dire qu'il n'y a absolument aucun problème depuis maintenant un an. Alors des débats, oui. Si on appelle le moindre débat couac, bah oui, il y a peut-être eu des couacs. Il y a eu de nombreux débats autour des propos de Manuel Valls. Et dans un sondage, on découvre que les Français préféraient que ça soit donc le ministre de l'Intérieur candidat en 2017 plutôt que François Hollande. C'est pas un petit peu dérangeant? Mais heureusement qu'on n'a pas testé un chanteur, ou heureusement qu'on n'a pas testé un joueur de football. Si on avait demandé est-ce que vous préférez que Zlatan Ibrahimovic, avec la nationalité française, soit le candidat la prochaine fois, après les 4 buts qu'il a marqués, on aurait réussi peut-être à faire en sorte qu'il soit aussi le prochain président de la République. Zlatan, c'est le Manuel Valls du football? Manuel Valls, c'est le Zlatan du gouvernement. Mais il ne peut gagner que parce qu'il y a l'équipe derrière tout cela. Et donc ces questions n'ont que peu d'importance. On ne mesure pas aujourd'hui, et c'est le président de la République, et chacun sait que nous sommes engagés aujourd'hui dans une possibilité pour mener notre action dans la durée. Il y aura des élections présidentielles et que nous ne serons en situation de les remporter que si les Français ont le sentiment que les choses ont changé, que leur vie s'est améliorée et qu'à ce moment-là, celui qu'ils créditeront sera le président de la République qui a réussi à faire en sorte d'améliorer les choses. Et donc je ne me pose pas 3 ans et demi avant les questions qu'il faudra se poser en 2017. En tous les cas, il y en a un pour qui des questions se posent dans l'immédiat. On l'a vu cette semaine, il n'a pas pu prendre la parole lors d'une réunion devant les députés socialistes. En contredisant François Hollande, est-ce qu'Harlem Désir ne s'est pas mis en difficulté? Est-ce qu'il n'est pas maintenant plus ou moins obligé d'envisager de quitter la direction du parti dans les mois qui viennent? C'est injuste ce qui se passe. Je le dis sans embâche. Je pense que quand le président de la République, quand le président de la République prend une décision, a une parole, il faut qu'il y ait quasiment un réflexe derrière. Quand on est, et moi, j'étais d'accord avec la décision du président, je n'ai pas eu de difficulté, mais j'ai tout de suite essayé d'expliquer ce qu'était la position du président. Et là, je crois qu'il y a eu un problème qu'il nous faut analyser collectivement. Et pour autant, le procès qui est fait derrière à Harlem Désir est totalement injuste. Il a aujourd'hui une charge au niveau du parti qui n'est pas facile. Le parti majoritaire, c'est jamais facile de le remettre en marche, de le mettre en route, de le faire affronter la réalité du pouvoir, surtout au Parti socialiste, avec ses sensibilités différentes. Et donc, il fait un travail. C'est pour ça que moi, je souhaite sans embâche être dans le soutien à Harlem parce que ce qu'il fait aujourd'hui est particulièrement difficile. Vous n'êtes pas nombreux à l'être en plus. Mais je tiens donc à l'être publiquement et à dire à tous ceux qui feraient des circonvolutions autour, des danses du scalp autour d'Harlem Désir aujourd'hui, que cela ne mène à rien, que cela ne mènera pas au départ d'Harlem pour ceux qui peuvent le souhaiter et que la seule possibilité, c'est de prendre chacun toute notre part dans la direction du Parti socialiste et de faire en sorte qu'il n'y ait pas un homme qui soit tout seul, à qui on dise voilà, débrouille-toi, moi je suis derrière lui. Alors en attendant plus de solidarité, il y a une question qui se pose, les municipales c'est dans 150 jours, le PS va connaître sans doute des élections compliquées comme tous les partis au gouvernement, est-ce qu'ils ne risquent pas de payer l'addition, notamment à Paris? Écoutez, on verra. À Paris, il y a un bilan.
Les élections, ça ne se fait pas comme ça, en lançant des choses et en attendant qu'elles retombent au moment. C'est souvent ce qui s'est passé ces dernières années. Le bilan, on l'a encore vu dans toutes les mesures qui ont été faites, est jugé particulièrement satisfaisant. Les Français sont particulièrement fiers de ce qui a été fait à Paris. Les Parisiens le sont aussi de ce qui a été fait par Bertrand Delanoë. Et donc, dans ce point de vue, moi, j'ai confiance sur le fait qu'Anne Hidalgo, aujourd'hui, représente la suite normale, la suite logique, la suite ambitieuse de Bertrand Delanoë. Il y aura un combat difficile, parce qu'il y a toujours une part à la politique nationale, en l'ambiance nationale, mais le mois de mars, c'est dans quelques mois. Il y aura eu des inflexions sur le terrain du chômage, vous le verrez. Il y aura des inflexions peut-être même sur le terrain de la croissance. Et si pour la première fois un gouvernement ne revenait pas en arrière sur ses hypothèses de croissance, mais allait plutôt en avant pour dire j'ai été trop prudent, c'est la première fois depuis bien longtemps que ça se passerait. Eh bien moi, mon travail, c'est de faire changer l'ambiance nationale. Et ensuite, je fais confiance aux candidats qui ont des bons bilans et des bons projets. Alors Caroline a travaillé pour nous, elle a regardé le net. Qu'est-ce qu'on dit, Caroline? Alors sur Twitter, il y a un internaute qui vous interpelle sur l'affaire Leonarda et qui vous demande si c'est vraiment républicain et humaniste de demander, comme l'a fait François Hollande, je cite, devant la France entière, à une gamine de 15 ans d'abandonner sa famille. Mais là encore, pas d'abandonner. Il y a aujourd'hui des centaines d'étudiants dans notre pays qui sont en France parce que leur famille a voulu qu'ils fassent leurs études dans l'école républicaine et qu'ils ne sont pas séparés. De revenir seul sans ses frères et sœurs. Mais on ne lui demande pas de renier ni ses frères ni ses sœurs. Il n'était pas dans une situation où il pouvait avoir le droit de rester dans notre pays. Il était donc normal dans nos règles. Si nous n'avions pas respecté nos règles, qu'est-ce que j'entendrais aujourd'hui? Ce serait de dire la République, comme cela, on peut bafouer ses règles, faire en sorte d'accueillir? Non. Là, il y a une règle qui a été appliquée et en même temps, une mesure que le président de la République ne veut plus jamais voir se reproduire. Aller chercher des étudiants dans le cadre du temps scolaire. Et donc, il en a tiré une conséquence individuelle en lui faisant une proposition, soit de venir dans sa famille, elle a de la famille en France, soit que ses parents lui autorisent à poursuivre sa scolarité en France. Elle ne veut pas, fin de l'affaire. Caroline. Alors sur Internet, toujours, la photo de Ségolène Royal que vous avez dû voir, qui pose en toge blanche, pieds nus, drapeau français à la main, est déjà relayée, parodiée, etc. La photo est accompagnée de la citation suivante, « Osez, Monsieur le Président ». Est-ce que ça ne vous dérange pas qu'elle se permette de donner des leçons de courage au chef de l'État? C'est normal de s'adresser au chef de l'État et dans le même temps dans ce qu'elle dit. À l'impératif. Oui, mais j'ai l'impression, bien entendu, mais il y a un titre là-dedans qui est mis en exergue. Bien entendu qu'il faut oser. Moi, j'ai l'impression que nous osons. Nous sommes le premier gouvernement de gauche à faire en sorte de dire en arrivant, non, on ne va pas redistribuer. Et nous n'allons pas redistribuer parce que nous n'avons pas de quoi redistribuer. Et donc, c'est l'appareil productif, c'est l'appareil d'innovation que nous mettons en œuvre. Mais la réforme des retraites, il fallait la faire. C'est la première fois qu'un gouvernement de gauche fait la réforme des retraites. C'est la première fois qu'un gouvernement... Ségolène Royal est dans son rôle. Mais Ségolène Royal est dans son rôle et en même temps, elle l'image de fort belle façon. Et j'ai trouvé cette photo très belle. Bon, très belle. Gladiateur, Monsieur Leroux. Une autre question, Caroline. Alors, sur Internet, il y a beaucoup d'internautes qui vous reprochent d'être très langue de bois. Vous avez même reçu le prix de l'Èche-Cul d'Or décerné par les journalistes politiques. Est-ce que cette image vous gêne? J'ai trouvé ça grossier et j'essaye de ne pas l'être, justement. Alors, s'il soutient au chef de l'État, qui est chez moi indéfectible, j'ai une amitié, pas simplement une amitié avec le chef de l'État. J'ai un soutien depuis longtemps à ce qui l'incarne, à la façon dont il peut permettre à la gauche d'avoir un nouveau visage même. Et j'ai pensé qu'il devait être candidat depuis longtemps à l'élection présidentielle pour incarner cette gauche que j'ai envie de voir durer, que j'ai envie de voir transformer en profondeur le pays. Vous comprenez tous ces socialistes qui critiquent sans arrêt François Hollande? Je les comprends dans le sens où... Est-ce que vous dites qu'il faut arrêter, il faut dire faut stop? Je dis toujours qu'il faut arrêter, mais je ne veux pas le faire d'un point de vue disciplinaire. Je veux que chacun comprenne bien qu'il faut d'abord être fier de ce que nous faisons avant de vouloir tout le temps ajouter quelque chose. Langue de bois. Mais moi, j'essaye de ne pas être langue de bois, mais en même temps d'expliquer ce qu'est la réalité au quotidien. J'essaye chaque semaine d'aller dans une des circonscriptions les plus éloignées. J'étais en Haute-Saône il y a quelques jours, dans le Maine-et-Loire le lendemain, pour aller rencontrer des élus, voir des chefs d'entreprise, des PME, me confronter à leurs difficultés, discuter. J'ai pas l'impression d'être dans la langue de bois. Alors il faudrait aujourd'hui qu'on soit pas loyal avec quelqu'un, qu'on soit en situation de le critiquer pour d'un seul coup apparaître comme ayant de la liberté. Mais moi, je ne veux pas avoir une liberté qui soit acquise au prix d'une critique facile aujourd'hui de ce que pourrait être la politique du président de la République ou du Premier ministre. Une courte réaction, Monsieur Leroux, sur quelque chose qui a enflammé la toile, c'est la rumeur du 9-3. Vous savez, il y a des maires à Niort, à Châlons, à Poitiers qui portent plainte parce qu'il y a cette rumeur comme quoi des populations étrangères venues de Seine-Saint-Denis iraient dans leur commune.
Qu'est-ce que vous en pensez? Que c'est scandaleux parce que c'est faux, bien entendu. Nous ne cherchons pas à déplacer les problèmes réels que nous pouvons connaître dans ce département. Nous cherchons à avoir les moyens de les surmonter. Les moyens, moi j'ai toujours dit, ce n'est pas la population que je veux changer en Seine-Saint-Denis, c'est les moyens de prendre en compte ces difficultés, c'est la capacité à faire de la politique, parce que je pense que nous sommes un département qui, de ce point de vue-là, est central dans la capacité à réussir le récit républicain, ce qu'est la France, à reprendre même ce récit là où il semble s'être arrêté quelquefois. Et donc voilà, je regrette que des élus soient confrontés à cela parce que ce n'est pas la réalité, et je leur dis, faites-en un avantage. Merci Bruno Leroux, et vive la Seine-Saint-Denis, et surtout vive Décideurs politiques la semaine prochaine pour un nouveau numéro.